22 millions de morts, 40 millions de malades infectés, et un continent, l'Afrique, dévasté. En 20 ans, le sida est devenu la plus grande catastrophe sanitaire que l'humanité ait jamais connue. Au cours des 50 prochaines années, 100 millions de personnes vont mourir du sida, prématurément. Ce n'est pas un cancer, ce n'est pas une maladie des personnes âgées. C'est un fléau qui frappe les jeunes. Et c'est l'une des grandes tragédies de notre époque. L'Occident l'a ignoré. Ronald Reagan l'a ignoré. George Bush Senior l'a ignoré. Bill Clinton l'a ignoré. Et le virus s'est propagé, inexorablement. L'origine du sida est toujours un mystère sur lequel la communauté scientifique est longtemps restée muette. N'y a-t-elle pas vu d'intérêt ou a-t-elle eu peur de savoir? Quelques voix isolées ont osé poser ces questions et chercher à briser cette loi du silence. C'est en suivant les portes ouvertes par ces hommes de conviction jusqu'au cœur de l'Afrique, là où tout a commencé, que nous avons pu retrouver les lieux, les traces, les témoins d'une des plus grandes catastrophes que nous ayons jamais connues. Ce n'est qu'en 1983 que le virus du sida a été isolé par les équipes de l'Institut Pasteur de Luc Montagnier. Simon Wenopson en faisait partie. Au début de l'épidémie, les gens ont pensé qu'il fallait des explications d'un type nouveau à cette bombe venue de nulle part. En fait, personne ne savait. À ce moment-là, on ne connaissait dans le monde animal aucun cousin, si je puis dire, à ce type de virus. Mais ce cousin existe bel et bien. Et c'est en 1989 que des chercheurs le découvriront dans un animal, le chimpanzé. Ils l'appelleront le VIS, le virus d'immunodéficience du singe, par analogie à notre VIH, le virus d'immunodéficience de l'homme. Ces deux virus sont si proches qu'ils feront du VIS l'ancêtre du virus du sida. C'est chez le chimpanzé que l'on trouve le précurseur immédiat du VIH. Tout le monde est d'accord là-dessus. On peut discuter sur la question du quand, du pourquoi, du comment, mais tout le monde s'entend sur le chimpanzé. Quand? Je pense que l'on peut dire qu'il y a unanimité sur le XXe siècle, où, pour les humains, l'épicentre se situe clairement au nord-est du Zaïre et en Ouganda. C'est de là qu'est partie l'épidémie. Dans les années 50, cette région faisait partie du Congo belge. Et c'est tout à fait par hasard que des échantillons de sang y avaient été collectés en 1959 par un chercheur américain et un médecin belge, le professeur Van de Piet. J'ai écrit avec Motulski, après avoir fait le tour du Congo, en incluant certaines parties donc, du Rwanda et du Burundi. Et nous avons prélevé presque 2000 sérums d'adultes. Et c'est beaucoup plus tard qu'il les a donnés à des experts pour voir s'il n'y avait pas de traces de HIV. Or, il y a un laboratoire qui a trouvé un seul sérum séropositif et ça a été confirmé par plusieurs autres laboratoires. Et je crois que dans la littérature en général, on considère ça le premier sérum séropositif pour le sida avant l'ère du sida. Le numéro était L70 et elle vient de Léopoldville.
avant l'apparition de l'épidémie en Amérique. Si l'on part de l'hypothèse que le VIH est apparenté au VIS, la variante simienne du virus, on peut se demander quels sont les contacts entre les humains et les singes. Le citoyen lambda n'a aucun contact avec les singes. Je ne vois que deux modes de contact avec cet animal. Il y a d'une part les gens qui mangent du singe. Peut-être se servent-ils de couteaux plus ou moins bien aiguisés. Toujours est-il qu'ils seraient contaminés par cette voie-là. D'autre part, nous avons utilisé et nous utilisons encore des vaccins élaborés à partir de tissus prélevés sur des singes. L'hypothèse la mieux acceptée par la communauté scientifique est la théorie du chasseur. Elle privilégie l'idée d'un accident durant lequel un homme aurait été infecté avec le sang d'un chimpanzé contaminé. Mais elle ne permet pas de comprendre pourquoi le sida n'est apparu que si récemment, car en Afrique, on chasse le chimpanzé depuis la nuit des temps. Il existe une autre hypothèse bien plus dérangeante. C'est en 1992 qu'un journaliste indépendant, Tom Curtis, publie un article dont il ne soupçonne pas les conséquences. Un jour, un militant de la lutte anti-sida m'a envoyé de Californie des coupures de journaux en disant qu'il s'agissait d'informations propres à intéresser un journaliste d'investigation. On y disait que c'était bien joli de parler de rites tribaux bizarroïdes et d'autres hypothèses possibles quant aux origines du sida, mais que c'était un fait avéré que le virus du singe, le SV40, avait été transmis à des millions de personnes de par le monde. Cela donnait à entendre qu'un phénomène similaire avait pu se produire avec le sida. Cette révélation est une bombe. L'ancêtre du virus du sida est aussi un virus de singe. Et Curtis a découvert qu'au Congo, il y avait eu une campagne de vaccination anti-polio. J'ai axé mes recherches sur cette campagne à cause de la coïncidence géographique. C'est en effet dans la même région que les chercheurs situaient les débuts de l'épidémie de sida chez l'homme. Et cette fameuse région d'Afrique est justement l'épicentre de l'épidémie du sida. La thèse de Curtis va secouer la communauté scientifique, car elle met en cause un des leurs, un chercheur de renom, pionnier de la lutte anti-polio, Hilary Koprowski. La communauté scientifique s'est brusquement sentie contestée. Le fait qu'un journaliste publie des articles sur son compte dans la revue Rolling Stone était perçu comme une atteinte à sa dignité. Les scientifiques étaient très inquiets, notamment parce que l'auteur des articles était un journaliste professionnel. Et ils craignaient que les gens ne veuillent plus faire vacciner leurs enfants. Comment un virus de singe aurait-il pu contaminer un vaccin? La révélation de Curtis est lourde de conséquences, car elle met en cause le processus de fabrication du vaccin polio, une des plus grandes fiertés de la médecine moderne. Pour comprendre ce qui a pu se passer, retournons aux années polio. En 1958, l'Amérique se relève d'un fléau qui la hante depuis plus de 50 ans, la polio. Cette maladie jusqu'alors incurable paralyse et tue, surtout les enfants. 90 millions d'Américains se sont fait vacciner au cours d'une des plus grandes campagnes de vaccination jamais organisées. Dans l'histoire de la médecine, le vaccin anti-polio est un de ses plus grands succès et a fait de son inventeur Jonas Salk un héros. All 164 million Americans, to say nothing of all the other people in the world that will profit from your discovery. I am very, very happy to have that. Mais le vaccin de la polio a une particularité. Il est le premier à être fabriqué à partir d'organes de singes. Un marché gigantesque s'ouvre pour satisfaire les besoins d'une commercialisation de masse. Celui du singe utilisé à la fois comme cobaye et comme matière première du vaccin anti-polio.
les macaques arrivent en Amérique par cargaison entière d'Inde et des Philippines. Pour faire des cultures primaires à partir de reins de singe, tout ce qu'il vous faut, ce sont des singes, des flacons, des bouteilles et du bouillon de culture. À cela s'ajoute en général du sérum fœtal de veau ou de bœuf, dont l'usage était alors très répandu, et le tour est joué. On prélève un morceau de tissu rénal et on le divise. Pour le diviser, on prend très prosaïquement une paire de ciseaux et quick, quick, quick. On découpe jusqu'à obtention d'une suspension de cellules assez grossière, c'est-à-dire qu'elle présente des grumeaux. Vous transvasez ensuite dans les flacons et vous laissez reposer pour faire une monocouche de cellules. Vous ajoutez le virus de la polio, puis vous prélevez le liquide de ces cultures. Filtrez pour enlever les restes de cellules, et ça y est, vous avez une suspension de virus. Inactivez-la ensuite avec du formol, mettez-en en bouteille et vous avez votre vaccin anti-polio. C'est tout. Il est extrêmement difficile d'obtenir des cultures entièrement pures au stade des cultures primaires. Vous pouvez avoir une culture de cellules de reins de singe à l'aspect tout à fait pur à première vue. Mais si vous la filtrez, ou si vous l'observez à l'aide d'un microscope spécial, vous pouvez constater la présence d'autres types de cellules. Et ces autres cellules pouvaient être infectées par des virus. Ainsi, en voulant éradiquer une maladie, on prenait le risque d'en générer une autre. La puissante Food and Drug Administration était parfaitement au courant des risques, mais avait soigneusement dissimulé cette information. Les scientifiques et les organismes gouvernementaux savaient. C'est à cette même époque que la nomenclature précise de ces virus de singe est établie et publiée dans la littérature médicale. Le SV40 n'était que le 40e d'une longue liste. À mon avis, il aurait fallu mettre un terme à l'utilisation de tissu rénal de singe dans la production de virus dès 1960. Nous avons pourtant continué. Ce qui me met vraiment hors de moi, c'est que alors que nous avons maintenant, grâce au génie génétique, la possibilité de fabriquer un vaccin anti-polio à base de protéines de synthèse, nous n'en faisons rien. On continue d'utiliser des organes de singe et on vaccine les enfants avec. De fait, la décision a été prise par les sociétés pharmaceutiques. Celles-ci avaient investi dans les équipements et les techniques et il aurait été très coûteux pour elles d'y renoncer. Utiliser des singes pour fabriquer des vaccins était et reste toujours dangereux. La thèse de Curtis est exacte quant à son point de départ. Les vaccins anti-polio étaient bien contaminés par un virus de singe. Mais cela n'est pas suffisant pour comprendre l'apparition du sida. Curtis affirme que Koprowski a fabriqué son vaccin en utilisant un autre singe que le macaque, le singe vert d'Afrique. Et là, il commet une grave erreur. Le singe vert n'est pas porteur du virus ancêtre du sida. Hilary Koprowski a ressenti cela comme une atteinte à son honneur. Il s'est dit profondément blessé. Le magazine Rolling Stone s'est incliné et s'est publiquement excusé d'avoir publié cet article, et on en est resté là. La remise en question me paraissait légitime, et je me sentais sur la sellette face à la communauté médicale et à une partie de la presse spécialisée qui me présentait un peu comme un renégat. Le scientifique qui a fait taire Curtis est un monstre sacré. Koprowski est un homme riche et puissant. Pionnier de la recherche sur la fièvre jaune, la rage et la polio, il est aussi un expert du cancer et du sida. Dans les années polio,
Hilary Koprowski est un tout jeune chercheur d'origine polonaise. Brillant et ambitieux, il veut à tout prix se faire un nom dans son nouveau pays d'adoption, les États-Unis. En 1950, à l'insu de tous, il teste en secret sa première mouture d'un vaccin polio vivant, le TN, sur 20 enfants handicapés à Letchworth Village, dans l'État de New York. Quand la communauté scientifique apprend qu'Hilary Koprowski a pu faire des expérimentations sur des êtres humains, c'est un vrai scandale, même si le test est couronné de succès. Elle va le sanctionner et Koprowski se voit alors refuser tout soutien des autorités officielles qui lui préfèrent le plus classique, Jonas Salk. Mais Koprowski s'entête et se tourne vers le secteur privé, celui des industries pharmaceutiques. Il poursuit ses recherches et teste différentes versions de son vaccin oral anti-polio sur de petits groupes humains. En 52 à Sonoma, en 53 à nouveau à Letchworth Village, en 54 à Woodbine et en 55 au Clinton Farms. Un événement tragique va lui donner raison. Le 23 avril 1955, 260 enfants ayant reçu le vaccin Salk tombent malades. 11 d'entre eux meurent. L'enquête montrera que des lots provenant du laboratoire Cutter étaient défectueux. La confiance dans le vaccin Salk est ébranlée et Koprowski a la voie libre pour s'imposer. Mais il n'est plus tout seul. Un autre géant de la science dévoile son intention de développer lui aussi un vaccin vivant atténué, Albert Sabin. Entre les deux hommes, la course est lancée et ce sera un duel sans merci. On était donc en présence de deux rivaux poursuivant le même objectif. La façon dont ils ont agi ensemble, mais aussi l'un contre l'autre, est un des grands drames de notre époque moderne. Ils étaient prêts à se servir de sujets qui n'étaient pas forcément informés de leurs intentions. Ils auraient été tout à fait capables d'aller sur la face cachée de la Lune si cela leur avait permis de prouver qu'ils avaient mis au point un produit viable. Pour gagner cette course, il faut pouvoir tester. Et pour tester, il faut pouvoir le faire sur des populations les plus larges possibles, ce qui n'est plus le cas de l'Amérique, déjà immunisée. Le premier qui aura fait la preuve de la fiabilité de son vaccin aura gagné. Albert Sabin et Hilary Koprowski, deux géants de la science, cherchent chacun à avoir la primeur de la découverte du vaccin vivant atténué contre la polio. Sabin passe un accord secret avec son pays natal, l'URSS. Il y vaccinera plus de 6 millions de personnes, en Lettonie, en Estonie et au Kazakhstan. Koprowski, lui, choisit l'Afrique et un pays en pleine expansion, le Congo belge, longtemps propriété du roi Léopold et joyau de l'empire colonial. Avec ses mines de diamants et surtout d'uranium, le Congo fait partie d'accords commerciaux entre l'Amérique et la Belgique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est aussi et surtout un pays dont l'infrastructure sanitaire est parmi les mieux organisées et les plus modernes d'Afrique. L'Institut Princesse Astrid est un des laboratoires médicaux les plus importants et les plus complets de l'Afrique centrale. Il dispose d'un personnel nombreux et d'un matériel ultramoderne, tant pour l'exécution des analyses courantes que pour la recherche scientifique et la préparation de vaccins et sérums utilisés dans la lutte contre diverses maladies infectieuses. La sollicitude des services officiels s'étend spécialement aux enfants, l'avenir même du pays. Dès l'école, tous les enfants sont soumis à des examens médicaux et à cette occasion reçoivent un carnet de santé, véritable fiche d'identité sanitaire. La traçabilité était donc parfaite et faisait de la population indigène un merveilleux outil d'expérimentation. Au Congo, retour au calme politique après les récentes perturbations. Léopoldville s'engage dans une lutte sans merci contre la paralysie infantile. Les hôpitaux sont pleins à craquer de mères avec leurs enfants, lesquels se verront administrer par voie orale un nouveau vaccin contre ce fléau qui frappe les jeunes. Il s'agit d'une préparation à base de virus actifs mise au point aux États-Unis par le docteur Hilary Koprowski de Philadelphie.
À la différence de notre célèbre vaccin Salk, celui-ci n'est pas injecté. Et si l'on en juge d'après la facilité avec laquelle les enfants l'acceptent, ça doit être bon. Hilary Koprowski est allé au Congo et il a pris des gens qui avaient fait l'objet d'abus et de mauvais traitements, qui avaient été, si je puis me permettre, victimes de l'expansion coloniale depuis près d'un siècle. Il s'est servi d'eux. Je ne crois pas que quiconque à l'époque se soit soucié de l'aspect éthique de la question. L'occasion se présentait, c'était légal, c'était autorisé par le gouvernement belge, ils y sont allés, ils ont fait leur boulot, un point c'est tout. Pas de quoi en faire toute une histoire. Sabin et Koprowski font leurs expérimentations au même moment avec leur vaccin polio. Aucun cas de sida ne s'est déclaré en Russie, mais au Congo, les premiers cas de sida apparaissent 1 an après les campagnes de vaccination. Est-ce une coïncidence? Ou y a-t-il, comme Curtis l'avait suggéré, quelque chose de différent dans le vaccin Koprowski? Pour répondre à cette question, Curtis avait demandé qu'on teste le vaccin utilisé au Congo, ce que Cecil Fox avait déjà voulu faire en 1985. Quand je me suis présenté à la Food and Drug Administration, en tant qu'employé du gouvernement, pour demander si je pouvais avoir des échantillons des premiers lots de vaccins anti-polio pour les analyser, afin de déterminer s'ils présentaient des traces de virus, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Ou plutôt qu'il y en avait bien eu, mais que quelque chose s'était produit, à la suite de quoi on n'en avait plus, et je ne pouvais donc pas y avoir accès. Je n'en trouverais pas, et il n'y avait pas moyen d'aller vérifier dans leur congélateur. D'autres personnes m'ont dit que tout ce travail avait déjà été fait et que la thèse était infirmée. Je n'avais qu'à prendre ça pour argent comptant, même si je ne les croyais pas. C'est donc parce que j'étais fonctionnaire que j'ai dû laisser tomber. Je n'ai pas pu poursuivre mes investigations. Pourquoi Cecil Fox n'a-t-il pu accéder aux échantillons polio du Congo? Peut-être parce qu'en 1958, Albert Sabin analyse le vaccin de Koprowski, appelé Chat, et trouve qu'il est instable et contaminé par un virus inconnu qu'il nomme virus X. Il en informe Koprowski. La réponse de ce dernier ne se fait pas attendre. Mon cher Albert, j'ai lu avec attention votre étonnant courrier du 17 novembre ainsi que ses annexes, plus étonnantes encore. Tout comme vous, j'essaye de me mettre dans votre situation, mais je ne me vois pas un seul instant rejetant avec désinvolture 10 ans de travail d'un autre chercheur sur la base d'une vague idée dépourvue de tout fondement. Je suis également certain que vous connaissez la maxime de La Rochefoucauld: les querelles ne dureraient pas longtemps si le tort n'était que d'un côté. Monsieur, votre lettre du 1er décembre ne mérite pas de réponse. Manifestement, tout discours et analyse dépassionnés sont impossibles avec vous. En science, sarcasme et invective ne peuvent tenir lieu de faits reproductibles. Adieu, mon ancien ami et collègue. Ainsi, le vaccin Chat de Koprowski était beaucoup moins au point qu'on ne le croyait, et de surcroît contaminé. Sabin s'empresse de rendre publique cette information. En juin 1960, c'est son vaccin jugé plus fiable qui est choisi pour remplacer celui de Salk. Koprowski a perdu la course. Mais ironie de l'histoire, le vaccin Sabin n'était pas parfait lui non plus. Tout comme celui de Salk, il était contaminé par le SV40 du macaque. L'histoire aurait pu en rester là, mais un homme décide de reprendre l'enquête. Edward Hooper est un journaliste indépendant, mais à la différence de Tom Curtis, il est allé en Afrique sur les traces des vaccinations polio, car il est persuadé que c'est là que se trouvent certaines réponses à ces questions. Sa recherche dure 17 ans. Il accumule des centaines d'heures d'interviews avec les acteurs et témoins de l'époque, consulte des milliers de pages de documents.
il dresse une liste précise et comparative des villes et villages où ont eu lieu les vaccinations polio et ceux où ont émergé les premiers cas de sida. En 1999, enfin, Hooper publie les résultats de ses recherches dans un livre de plus de 1000 pages, The River. Bonsoir. Le sida pourrait-il avoir été causé accidentellement par les chercheurs? D'après un récent ouvrage, le VIH, présent à l'origine chez certains singes, aurait été transmis à l'homme quand en Afrique, des scientifiques auraient utilisé des cellules de primates lors d'une campagne de vaccination contre la polio. Voyons avec l'auteur si ces assertions résistent à la critique. Le sida est apparu du fait de l'homme et non du fait de Dieu. Un vaccin expérimental anti-polio buvable, élaboré, je crois, à partir de reins et de sang de chimpanzés et administré à plus d'1 million d'Africains au Congo belge, au Rwanda et au Burundi entre 1957 et 1960, correspond si précisément aux premières apparitions du sida qu'à mon avis, nous sommes en présence du chemin par lequel le virus du chimpanzé est parvenu jusqu'à l'homme. On voit sur cette carte la remarquable corrélation entre les endroits où le vaccin Chat a été administré en Afrique centrale et les premières occurrences du VIH et du sida. Comme Tom Curtis, Hooper affirme que le vaccin Chat de Koprowski est bien différent des autres vaccins anti-polio. Mais pour lui, le singe utilisé dans sa fabrication n'est pas le singe vert, mais le chimpanzé, l'animal porteur de l'ancêtre du virus du sida. L'ampleur du débat et la précision des accusations obligent Hilary Koprowski à répondre. J'ai utilisé du tissu rénal de singe, provenant soit d'Inde, soit des Philippines, ce qu'on appelle des singes rhésus, ainsi que de 2 autres espèces, le macaque amulata et... j'ai oublié le nom de l'espèce des Philippines, mais tout cela est consigné dans les documents. Vous ne vous êtes donc jamais servi de chimpanzé pour... Jamais de la vie. Malheureusement, et très curieusement, il n'y a pas de documents précis sur la manière dont Koprowski fabriquait son vaccin Chat. Mais là où la mémoire fait défaut, des images d'archives, filmées à l'époque coloniale, nous éclairent. Au Congo belge, le camp de polio, dirigé par le docteur Courtois, compte 86 chimpanzés sur lesquels on pratique régulièrement des essais en injectant le vaccin anti-polio inventé en 1947 par le docteur Koprowski. Les animaux sont placés dans des cages dont une des parois est mobile et permet d'approcher plus facilement les singes pour les injections hypodermiques. Ainsi se poursuit une lutte implacable contre une des plus terribles maladies non encore vaincues. Au cœur du Congo, Koprowski avait créé un camp d'expérimentation dans lequel on ne trouvait qu'une seule espèce de singe, le chimpanzé. En 4 ans d'existence, ce camp en abritera plusieurs centaines et deviendra de fait la plus grande chimpanserie qui ait jamais existé. À quoi aurait-il donc servi ? Largement plus de 400 chimpanzés ont été amenés au camp de Lindi en moins de 2 ans, entre 1956 et 1958. À l'exception d'1 ou 2 d'entre eux, choyés comme des animaux de compagnie, aucun de ces chimpanzés n'a survécu. Et certains sont morts de mort naturelle, comme c'est souvent le cas des animaux en captivité. Et les chimpanzés sont particulièrement sensibles. On peut dire que la proportion de morts naturelles se situe quelque part entre 10 et 25%. Mais les autres ont été sacrifiés. On peut se poser la question de savoir pourquoi ils ont été tués. On peut désormais penser qu'ils ont été tués parce qu'ils constituaient une source de sang et de tissu dont une partie, nous en avons la preuve, a été envoyée à l'étranger et une autre était destinée au laboratoire de Stanleyville. Les preuves réunies par Hooper sont lourdes de conséquences et elles obligent les scientifiques à prendre position. Dans la bataille qui s'annonce, Hooper est seul. Mais il trouve un allié, un scientifique de renom,
le plus grand biologiste de l'évolution depuis Darwin, Bill Hamilton. Hamilton estimait que l'hégémonie des industries pharmaceutiques était devenue une véritable entrave à l'indépendance de la recherche médicale. Il pensait qu'il était du devoir des scientifiques de faire connaître les dangers éventuels de leurs recherches et de leurs découvertes pouvant affecter notre société. L'idée que ce grand triomphe, et c'était certainement une superbe victoire que de vaincre la polio, ait été accompagnée d'un désastre aussi énorme que le sida, est certainement du genre à faire vaciller votre piédestal. Il faut admettre que cela a pu se produire. Pire que cela s'est effectivement produit. Je rencontre ce problème à chaque fois que je m'adresse à des représentants de la recherche médicale. Ils ne veulent tout simplement pas entendre parler de cette théorie. Peut-on dire que les scientifiques refusent de savoir, refusent d'accepter la responsabilité morale, à défaut de la responsabilité légale, pour ce qui s'est passé avec le virus du sida? Je pense que c'est le cas. Et c'est l'un des aspects les plus inquiétants de l'affaire. À mon avis, ce n'est pas seulement la question des origines du sida qui est soulevée ici, c'est le comportement du monde scientifique vis-à-vis de cette hypothèse qui est mise en cause. Car il s'agit d'une réaction quasi paranoïaque de rejet. Je ne crois pas exagérer en disant que c'est là l'hypothèse la plus haïe du monde médical. Il y a, semble-t-il, de grandes résistances à publier quoi que ce soit sur la question, ainsi qu'à vérifier aucune des pièces à conviction disponibles, alors que cela pourrait se faire très simplement. Pour Bill Hamilton, il y avait 95% de chances pour que cette théorie soit exacte. Il décide donc de partir au Congo avec Ed Hooper sur la trace des chimpanzés. Dans une lettre adressée à la prestigieuse Royal Society, l'Académie des sciences britanniques, il écrit « Cette quête s'inspire de ce fait extraordinaire, qu'en dépit d'une hypothèse tout à fait plausible, selon laquelle la version humaine du sida a d'abord été transmise du chimpanzé à l'homme, précisément dans la région du nord du Congo, personne n'y est allé collecter d'échantillons à analyser en vue d'une recherche du VIS. Nous espérons recueillir et rapporter des fesses de tous les chimpanzés et bonobos que nous pourrons approcher. » Bill Hamilton retourne au Congo pour un deuxième voyage de récolte d'échantillons. Il y contracte la malaria et meurt en mars 2000. Alors on peut bien dire que Bill Hamilton était un illuminé, qu'il avait des idées farfelues, etc. N'empêche, que faisait-il? Il recueillait des données. Il savait pertinemment que même si cette idée était loufoque, elle était plausible, et que la seule façon d'en avoir le cœur net, c'était de recueillir des données. On a donc là un personnage tout à fait remarquable, qui élabore des idées biscornues et aussi des idées géniales. Il était meilleur chercheur que moi. Et que fait-il? Il applique la méthode scientifique. Avant son voyage en Afrique, Bill Hamilton avait demandé un débat sur les origines du sida. En son honneur, la conférence est maintenue par Robin Weiss et Simon Wayne Hobson, les organisateurs. L'enjeu scientifique est très important. Il va s'agir de débattre et de choisir entre la théorie du chasseur et celle du vaccin polio. C'est la première fois dans les annales de la Royal Society qu'un non-scientifique est autorisé à débattre d'une théorie avec les chercheurs les plus éminents de leur spécialité, car Bill Hamilton n'est plus là. Nous voulions tout simplement faire se rencontrer les protagonistes, les mettre face à face et non pas étouffer l'affaire à l'issue d'un débat douteux. Il s'agissait de réunir Koprowski et Hooper dans la même pièce afin qu'ils échangent leur point de vue. Avant d'y aller, j'avais pris une décision. Si la communauté scientifique étudiait la question de façon impartiale, à la fin de la conférence, si j'en avais l'occasion, je me lèverais pour en appeler aux chercheurs en présence au nom de leur ouverture d'esprit et de leur honnêteté, et leur dire qu'il était alors temps pour moi, en tant qu'enquêteur et journaliste de formation, puisque c'était dans les années 80,
qu'il était donc temps pour moi de me retirer du débat, de mettre à leur disposition le matériel que j'avais réuni s'ils souhaitaient s'en servir, et de les laisser continuer le travail. Pourquoi tant de haine? D'abord, bien sûr, parce que cette théorie sous-entend que l'Occident a donné le sida à l'Afrique. Les critiques disent aussi qu'elle sape la confiance vis-à-vis de la vaccination, mettant ainsi en danger la campagne d'éradication de la polio. Et elle ternit la réputation de Hilary Koprowski, un homme considéré comme un héros. Elle montre également que les virus animaux peuvent être dangereux, ce qui menace cette partie de la recherche qui travaille à la transplantation d'organes d'animaux à l'homme. Ce n'est pas à moi de me défendre. C'est à Hooper. Cette réunion est tout à fait la bienvenue. Je pense que c'est une bonne chose en ce sens qu'elle est inhabituelle. Un journaliste présente une hypothèse dénuée de preuves et ce sont les chercheurs qui lui fournissent les faits scientifiques. Je crois que nous allons avoir un vrai débat aujourd'hui et que ce sera utile. Ça ne va pas se jouer entre Koprowski et moi. Je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. À qui? À Hooper, Edward Hooper. Ce n'est pas à lui que je vais parler. C'est au public. D'entrée de jeu, les arguments se succèdent contre la thèse de Hooper. Même la date d'apparition du virus du sida chez l'homme est remise en cause. Mais c'est en pleine conférence de presse que le coup de grâce est porté, avec l'annonce surprise que des échantillons enfin retrouvés du vaccin de chatte ont été testés. Ils ne comportent aucune trace de VIH, de VIS ou d'ADN de chimpanzé. Les résultats sont sans appel et sur le moment ne laissent aucun droit de réponse à Hooper. Monsieur Hooper a utilisé le terme de fusil encore fumant. Mais il n'y a ni fusil, ni balle, ni tireur, ni mobile. Tout ce qu'il y a de fumeux, c'est la théorie de monsieur Hooper. Je crois que l'écran de fumée qui est apparu aujourd'hui est l'écran de fumée soulevé par ceux qui ont fait le vaccin. La conférence tourne court. La théorie du vaccin polio vient d'être éliminée de la réflexion scientifique sur les origines du sida. À cet égard, la science n'est pas démocratique. La question n'est pas « vous avez votre opinion et moi la mienne » et nous sommes d'accord sur cette différence. En science, vous avez votre théorie et moi mon hypothèse. Et si je peux détruire votre théorie, je le fais. Et votre théorie n'existe plus. Je l'efface. On ne s'en rend pas suffisamment compte. Tous les jours, les chercheurs élaborent des hypothèses et les démolissent. On appelle ça casser des hypothèses. On construit et on casse des hypothèses. Et on en casse plus qu'on en construit. Mais la preuve scientifique qui a sonné le glas de la théorie du vaccin polio mérite à son tour d'être discutée. Qu'a-t-on testé exactement? Bien entendu, les produits que nous avons employés au Congo entre fin 1957 et début 1960 n'existent plus. Ils ont été utilisés. Mais l'un des échantillons analysés provenait d'un lot administré au Congo et dont Hooper pense qu'il est tout à fait susceptible d'avoir été contaminé. Le chat 10 à 11. De l'aveu même de l'organisateur de la conférence de la Royal Society, il ne reste plus d'échantillons du vaccin de chatte utilisé au Congo. Quant à cet échantillon précis, qui est resté scellé depuis sa fabrication dans le laboratoire de Koprowski aux États-Unis, il ne peut être dit qu'il a été utilisé au Congo. Peut-on alors, en toute rigueur scientifique, l'utiliser comme preuve absolue contre la théorie du vaccin polio? Encore une occasion pour les scientifiques de s'unir et de procéder à un lynchage public à Londres, à la Royal Society. Là encore, ils ont proclamé qu'ils avaient mis à mort l'idée selon laquelle le VIH pourrait venir du vaccin anti-polio. Et je ne crois pas qu'ils aient fait là du meilleur travail qu'auparavant. Il y a toujours des trous béants dans leur argumentation. The River contient plus de 400 pages de notes se référant à des documents dont la lecture est plus qu'édifiante. Et pourtant, les scientifiques de la Royal Society n'ont vu là pas l'ombre d'une preuve. Est-ce donc si facile de se débarrasser d'une théorie qui dérange? Pour répondre à cette question, nous avons voulu voir et comprendre et nous sommes retournés au Congo, là où tout est arrivé, sur la trace des chimpanzés et du vaccin anti-polio.
L'ancienne capitale provinciale du Congo belge se relève de plusieurs années d'une guerre civile sanglante. À la limite de la ville, le laboratoire médical de Stanleyville est toujours debout mais désaffecté. Cet immense bâtiment de 100 mètres de long et 20 mètres de large fut le dernier et le plus grand laboratoire construit avant l'indépendance. À son inauguration en grande pompe en septembre 1957, il y avait un hôte de marque, Hilary Koprowski. Sa présence était-elle un hasard? Pas vraiment. 5 mois plus tôt, Koprowski avait fait un premier test d'une version hautement expérimentale de son vaccin de chatte sur des humains. 6200 adultes et enfants de Stanleyville. Cette vaccination ne sera que la répétition d'une opération de plus grande envergure qui allait nécessiter l'étroite collaboration du laboratoire médical et de son équipe belge. Assis à gauche, Paul Austerlitz, virologue, le seul de l'équipe à s'être exprimé à la conférence de la Royal Society. Gaston Ninan, pathologiste. Pierre Doupagne, responsable des analyses. Joseph Van de Pitt, celui-là même qui collectera le fameux échantillon L70 et qui fait là le remplacement du directeur Ghislain Courtois, en congé pour 6 mois. Quand moi j'arrivais là, M. Koprowski était déjà un enfant de la maison. Il avait une villa, il venait assez souvent. Hein. M. Koprowski, avec son vaccin en main, a dit il me faut un endroit où je peux maintenant le mettre en pratique. Et je crois qu'il n'a pas été très difficile de se faire inviter au Congo. Hein. Le Congo était un pays bien organisé à l'époque. On savait qu'il y avait ici un tout nouveau laboratoire et je crois qu'on a été très heureux de l'accueillir et de lui donner toutes les facilités voulues pour essayer son vaccin in vivo. Hein. Et je crois que dans l'ensemble, on décrit 1 million d'enfants qui ont été vaccinés à cette époque. Je ne m'occupais pas de la gestion de tous les jours, j'étais au courant de la plupart des choses. Et je me rappelle toujours que c'est avec plaisir que dimanche j'allais nourrir avec des bananes les chimpanzés du site de la Lindi. Et ce site était propriété du laboratoire et contenait à un certain moment jusqu'à 50 singes, surtout des singes donc attrapés localement, des chimpanzés donc de la variété locale. Mais par simple observation, je peux vous dire quand même que je n'ai jamais entendu dire, ni jamais vu un acte un acte de tuerie sur un chimpanzé. Ainsi donc, Lindi, le camp d'expérimentation de Koprowski, était la propriété du laboratoire médical. Pourquoi avoir choisi Stanleyville? Aurait-ce été pour son emplacement au cœur de la zone d'habitat des chimpanzés d'Afrique centrale? Le camp avait été construit sur une sorte de presqu'île, à 40 minutes en amont de Stanleyville, sur un affluent du fleuve Congo, la rivière Lindi. Pour y accéder, il fallait prendre la route, puis un bac pour traverser le fleuve. Lors de son enquête, Ed Hooper avait retrouvé Bayello, un des assistants qui travaillait au camp Lindi. Bayello a accepté de nous y conduire et de nous guider. Au moment des événements, il était en charge des soins et de la nourriture des chimpanzés. C'est une borne qu'ils ont mise ici. Ils n'ont pas dit quelle était l'importance de cette pierre. C'est le métal qui reste de la charpente des hangars. Il y avait combien de hangars? Il y en avait 2.
C'est l'endroit des hangars. Sur toute la période, il y a eu 600 chimpanzés. Edward Hooper avait rencontré Gilbert Rollet, un chasseur français. Gilbert Rollet était officiellement un employé du service des eaux et forêts, mais pendant près de 3 ans, il sera au seul service du laboratoire de Stanleyville pour approvisionner le camp Lindy en chimpanzés. Pour un tel programme de capture, Rollet fit appel aux plus grands chasseurs de chimpanzés, les pygmées. Une armée de 200 hommes qui effectueront près de 120 sorties pour satisfaire aux besoins des médecins blancs. Quand le blanc arrivait, nous étions des travailleurs. On ne savait rien. Ils sont venus comme ça. Ils ont fait leur polio, leurs opérations. Personne ne peut savoir ça. Peut-être les infirmiers. Pas nous, les infirmiers. Eux connaissaient leurs secrets. De quel secret parle Bayello? Dans la jungle, il ne reste plus que quelques traces du camp. Une pierre avec une date, 1956. Quelques poutrelles d'acier rouillé. Mais d'autres images nous font revivre ces lieux abandonnés. Ces photos sont de Tom Norton, le bras droit de Koprovski. Prises en février 1957, elles permettent de dater l'un des voyages de Koprovski au Congo. La date n'est pas anodine. Elle correspond à un événement, le premier gros arrivage de chimpanzés au camp Lindy. Plus d'une centaine capturés en une quinzaine de jours. Le nombre est exorbitant. Pour la première fois, Koprovski prend le bac et visite le camp dont il est l'instigateur. La visite est d'importance et elle est immortalisée comme il se doit. Poignée de main des cofondateurs, Courtois et Koprovski. Photo de groupe de 4 médecins autour du pionnier du vaccin oral de la polio, au milieu de la jungle, loin des labos. On y reconnaît Ghislain Courtois, le directeur, Hilary Koprovski, Paul Osterrieth, le responsable du département de virologie, Tom Norton et Gaston Ninan, qui participera à la grande campagne de vaccination de la rouzizi. Face aux Blancs, il y a les 11 assistants du camp, dont faisait partie Bayello et Joseph, l'un des 2 infirmiers, qui témoignent pour la première fois de ce qui s'est passé à Lindy. On avait construit ce camp parce qu'on y mettait les chimpanzés. Et quand on me demandait de tuer le chimpanzé, je le tuais. J'en tuais 2 ou 3 par jour, si le docteur le demandait. Et puis je faisais l'autopsie. Je coupais ici, je coupe tout. Et j'enlève le foie. On n'enlevait pas la chair. Mais les 2 organes qui se trouvaient là, qui se touchent comme ça, les 2 boules qu'on appelle les reins. Le docteur les prenait pour les emmener au laboratoire à Kisangani et les envoyer en Amérique. Les emmener en Amérique. Quel est le docteur avec lequel tu travaillais? Je travaillais avec Paul Osterrieth. Paul Osterrieth est désigné comme celui en charge des exécutions des chimpanzés.
Pourtant, il a toujours maintenu n'avoir rien à voir avec le camp Lindi. Avant de faire l'autopsie, par groupe de 4 ou 5, ce jour-là, il ne faut pas leur donner à manger. Le jour suivant, on venait leur faire une injection. L'injection, c'est pour les neutraliser. Ils sont comme paralysés. Ils n'avaient plus de force. Mais ils ne sont pas morts. Ils n'ont plus de force. Alors on les prend pour faire l'opération. On les enlève, ils vont avec Joseph pour faire l'opération. Après l'opération, on les jetait et on les enterrait. On ne les mangeait pas, on les jetait. Quand on fait l'opération, l'animal est encore en vie, il est conscient, il voit, il parle. Joseph dit ce qu'il a fait, Bayello ce qu'il a vu. Leurs 2 témoignages révèlent que les chimpanzés de Lindi étaient opérés de façon systématique et planifiée pour faire des prélèvements d'organes et que certains des chimpanzés étaient vivants lors de la chirurgie. Ainsi en fut-il, comme ce jour-là, filmé à Lindi par une caméra amateur d'un des membres de l'équipe. Pendant les 6 mois de sa présence à Stanleyville, Van de Pitt pouvait-il ignorer que les chimpanzés de Lindi étaient systématiquement tués? Ce que Joseph et Bayello viennent de révéler, c'est bien le secret de Lindi. Mais le plus important est que certains des animaux étaient opérés vivants. Or, à l'époque, la principale raison d'utiliser des organes vivants était de faire de la culture de tissus nécessaire à la fabrication des vaccins. Austerlitz a toujours démenti en avoir fait. Retour à Stanleyville pour retrouver les assistants du laboratoire médical. Je suis engagé au laboratoire médical provincial à l'époque belge. C'était en 1956. J'ai travaillé au milieu d'écriture, préparation donc des milliers d'écriture, avec mon chef, M. Dupagne-Pierre. À l'époque, les gens de Kalindi dépendaient des laboratoires médicaux. Tous les produits et tous les matériels de recherche se trouvaient au laboratoire médical. Il y avait des chimpanzés au cas Lindi là-bas, pour la recherche et tout consort. À l'époque, c'était Dr Courtois qui s'occupait avec ça. Austerlitz, avant, on travaillait avec lui au département de microbiologie. Après, il est allé travailler au service de la virologie avec Dr Courtois ensemble. C'est là les nés, on travaillait avec des histoires de chimpanzés là-bas. Austerlitz, je crois qu'il est encore vivant, il peut expliquer cette situation ici. Nous n'avons pu parler à Paul Austerlitz. Alors nous avons retrouvé le chef de Philippe, Pierre Dupagne, qui à l'époque était responsable des analyses au laboratoire. Quand Paul Austerlitz est arrivé en Afrique, on ne parlait pas de culture de virus. Alors on s'y est mis tous à étudier un peu le problème pour essayer d'en faire. C'est comme ça qu'on a après fait la culture de virus en Afrique. C'est comme ça que Paul Austerlitz a appris la virologie. Il a appris vraiment dès le début, quoi. J'ai travaillé à la même table que lui pendant 2 ans et demi, 3 ans. Il était très fort. Haute intelligence, remarquable. On avait un très beau matériel de bactériologie, en tous les cas. Et quand vous avez déjà ce matériel de bactériologie, culture de tissu, c'est pas bien compliqué après. Le tout, c'est de savoir travailler bien stérilement, hein. Mais ça, c'est là que c'est très délicat. Parce que, à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi, on ne prenait pas de notes. Personne n'avait de notes. Ou personne ne voulait avoir de notes. Je ne sais pas. Enfin, rien du tout. Tant et si bien ce qu'on a fait exactement là-bas, moi, je ne sais pas très bien.
À part quelques données bien spécifiques. Et pourtant, Paul Austerlitz est catégorique dans son démenti public à la Royal Society lorsqu'il dit « Il ne me serait jamais venu à l'esprit de risquer des vies humaines et ma propre réputation avec du matériel préparé dans des conditions aussi hasardeuses. Je dément catégoriquement avoir jamais fait chose pareille. » Étonnant qu'Austerlitz minimise ainsi à la fois la compétence des hommes et la qualité des moyens, alors que Dupin et Van de Pitt s'accordent pour décrire un laboratoire très performant et des pratiques de culture de tissus courantes. Le 1er février 1958, un Américain arrive à Stanleyville. Fritz Deinhardt est un collègue de Koprowski. Il travaille à l'hôpital pour enfants de Philadelphie et est venu faire des recherches sur l'hépatite en utilisant les chimpanzés de Lindy. Pendant 3 mois, il va faire des tests dans le laboratoire personnel d'Austerlitz sur du tissu de chimpanzé. En avril 1958, Austerlitz lui enverra par 6 fois des reins émincés de chimpanzés à Philadelphie. Fritz Deinhardt a séjourné au laboratoire de Stanleyville entre février et mai 1958. Nous savons, grâce à cet article, publié en 1959 par une antenne du service épidémiologique des forces armées des États-Unis, que l'équipe a notamment essayé de produire du virus d'hépatite sur des cultures de reins de chimpanzés. Cela commence par une description de tous les ingrédients nécessaires à une culture. En voici la preuve. On procédait bien à la préparation de cultures primaires au laboratoire de Stanleyville puisque Austerlitz reconnaît que c'est là un travail qui se faisait dans ses services. Fritz Deinhardt et lui travaillaient ensemble là-dessus. Ce qui est stupéfiant, c'est que Paul Austerlitz fournisse des réponses différentes à la question de savoir si des reins ont jamais été envoyés depuis son laboratoire de Stanleyville à Philadelphie. À un endroit, il en informe Stanley Plotkin et il signe un document pour lui. En voici une copie. Cela illustre la façon dont la preuve Plotkin-Desmaeter a été élaborée. Ils ont envoyé des papiers dactylographiés aux chercheurs concernés. Sans doute s'étaient-ils mis d'accord avec eux auparavant. Je l'espère. Et ils les ont invités à les signer et dater en bas de page. Ce document-là est particulièrement intéressant parce qu'il y a une note manuscrite à la fin, d'une écriture différente de la signature, et l'on peut lire la chose suivante. Je tiens également à affirmer très clairement que je n'ai jamais envoyé de reins de chimpanzé au Wistar Institute de Philadelphie. Et c'est signé Paul Austerlitz le 28 février 2000. À un autre endroit du document de la Royal Society, il dit exactement le contraire. Ici, il est vrai que 6 reins émincés de chimpanzés ont été envoyés au Wistar Institute à la demande de Fritz Deinhardt. Nous avons donc dans le même document Plotkin citant Austerlitz qui dit une chose et Austerlitz affirmant exactement le contraire. Dans ces conditions, que sommes-nous supposés croire quant à la fiabilité des preuves fournies par ces gens s'ils se contredisent eux-mêmes dans différentes déclarations à quelques mois d'intervalle? Donc Paul Austerlitz a fait, quoi qu'il en dise, des cultures de tissus de chimpanzés, et il n'était pas le seul à en faire. Gaston Ninan avait fait un stage en Belgique pour se perfectionner à ces techniques, juste avant l'ouverture du grand laboratoire de Stanleyville. Simple coïncidence ? Voici ma transcription manuscrite de la toute première interview que j'ai faite avec Gaston Ninan en novembre 1992. The virus was cultivated on kidney cells, chimpanzee kidney cells. At this time, the tissue culture was made in bottle like this. Yes. C'était comme ça. And this was at the beginning because the kidney cell and the kidney cell multiply easily. And it was a good substrate for the polio virus.
C'est tout de même extraordinaire. En fin de compte, il se rétracte toujours en ce qui concerne les cellules rénales de chimpanzés. Il dit qu'il ne sait pas de quel type de singe il s'agissait. Mais la question, c'est qu'il dit plusieurs fois qu'il faisait ses cultures sur des reins de chimpanzés. Lorsque je rédigeais The River, je n'avais d'autre choix que d'accepter sa rétractation et sa version finale des événements. En outre, Gaston Ninan est mort entre-temps. Je crois fermement que la première version qu'il m'a donnée était la bonne. D'après Ninan, les cellules de chimpanzés étaient parfaites pour la culture du virus de la polio. La recherche du substrat idéal n'aurait-elle pas été la véritable raison d'être de la chimpanserie de l'Indie? Si l'on consulte les cahiers de Madame Dert, véritable fiche signalétique de chaque animal avec son nom, sa date d'entrée et la date de sa mort, on réalise qu'à l'Indie, une cinquantaine de chimpanzés ont bien servi à tester le vaccin anti-polio. Mais qu'en est-il des 550 autres? Si l'on en croit Hilary Koprowski ou Paul Austerite, utiliser des reins de chimpanzés pour le vaccin polio était absurde. Pas si absurde que cela, puisque dès 1953, Alexandre Jezierski, un vétérinaire d'origine polonaise dans l'est du Congo, faisait pour le compte de l'Institut Pasteur des recherches sur le meilleur substrat à utiliser pour le vaccin polio. Dans son étude comparative de tous les singes d'Afrique, le premier de la liste était le chimpanzé. Ce que tout le monde cherchait déjà à l'époque, c'était bien le substrat parfait. Recherche d'autant plus cruciale qu'en 1955, l'Inde arrête temporairement toutes ses exportations de singes macaques, créant ainsi une panique générale dans les laboratoires du monde entier. Jezierski et Koprowski se connaissaient. Lors du fameux voyage de 1957 au Congo de Koprowski et Norton, Jezierski leur servira de guide à Epulu, le village des chasseurs pygmées. Est-ce une coïncidence? Ils y rencontreront Gilbert Rollet, le responsable des captures de chimpanzés de l'Indie. Le chimpanzé, toujours le chimpanzé, génétiquement si proche de l'homme. A-t-il été utilisé pour faire les lots de vaccins nécessaires pour vacciner 1 million de personnes? Était-il pour Koprowski un magnifique terrain d'expérimentation dont le vaccin polio n'aurait été que la première phase? Au département de la biologie, on fabriquait des vaccins parce que après la fabrication, on met dans des flacons de 50 millilitres et on met des étiquettes aussi. Ce n'était pas une chose à cachette. Il y avait des étiquettes et on avait écrit aussi les vaccins anti-polio. Comme le docteur Austerite ne s'occupe plus de la virologie, alors d'où venaient les quantités de vaccins qu'on administrait aux populations? Moi, je ne reconnais que le vaccin qu'il avait fabriqué. Comme la glycérine, comme je vous l'ai déjà dit plus haut. Lorsqu'une épidémie ravageait au camp Lokusa, à la rive gauche. Alors il avait préparé lui-même. Mais il n'avait invité personne pour l'assister. Quand il le préparait, personne ne pouvait voir. Notre rôle consistait à vacciner les personnes. Lui et moi, on était partis à la rive gauche. C'était un vaccin par voie orale? Oui, et contre quelle maladie? Mais si vous regardez de près, c'était le vaccin contre la poliomyélite pour les enfants. Tu dis qu'il ne permettait pas d'assister à ses travaux, alors comment saviez-vous que le docteur Austerite préparait le vaccin lui-même? Moi, je sais qu'il le préparait lui-même. Parce que quand il m'a appelé, il m'a dit de préparer les flacons. Il m'a dit nettoie-les et stérilise-les pour qu'on mette le vaccin. Il l'avait préparé dans un grand récipient comme ça, stérile, et moi je l'ai réparti. Parce que ça venait de loin, ça ne pouvait pas être dans ces conditions-là. Donc c'est bien lui qui l'avait préparé. Ça, je peux vous dire la vérité que à l'époque belge, vous savez bien que nous étions colonisés, mon cher. Hein?
Si les deux blancs comme ça s'entretiennent, vous ne pouvez pas être là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Hein? C'est évident que le chimpanzé est intervenu dans la composition du vaccin anti-polio. Mais à quel stade, à quel niveau, moi je n'en sais rien. Je ne vois pas pourquoi on aurait fait tant d'histoires que ça avec les chimpanzés, si ça n'avait pas été pour s'en servir pour avoir un but scientifique en fait. Mais c'était avant tout un but scientifique pour lequel on les employait. Non, j'ai plus rien à dire. Je vais parler assez comme ça. Tu parlais de toi-même. 2 mois après notre entretien, Ed Hooper a revu Duppagne. Dans l'intimité de leur conversation, il va lui révéler un peu plus encore. The culture. The culture was sterile. And I put the culture sterile. I was sterile to Anidan. I don't know to do what I don't know. Let me ask you one last thing here before I go. How many times then would you say that you were making the sterile tissue culture from chimps for Austerity? A long time. Petit à petit, difficilement, Pierre Duppagne nous dit l'autre secret, celui du laboratoire de Stanleyville. Pierre Duppagne n'est pas un simple témoin, mais un acteur, responsable de son travail. Il préparait des cultures stériles de tissus de chimpanzés et les donnait à Austerlitz et à Ninan. Il apporte ainsi sa part de vérité, mais contredit Paul Austerlitz, dont la stratégie à la Royal Society fut de tout nier en bloc. Peut-être est-ce là son erreur. Il déclare n'avoir jamais manipulé le vaccin anti-polio. Pourtant, Philippe et Jacques nous ont décrit ce conditionnement avec précision. Et il en est fait mention dans un des rares documents officiels du laboratoire. 250 000 doses pour 250 000 personnes. Aucun adulte ne pouvait être en retard. Et il ne pouvait pas y avoir d'absent. Les enfants, soit on les portait, soit ils marchaient. C'était un vaccin important. Personne ne pouvait s'absenter. C'était une obligation très difficile, très dure. Si quelqu'un refusait d'être vacciné, que se passait-il? Si quelqu'un n'avait pas reçu le vaccin, il y avait les chefs. Eux savaient dans quelle maison les trouver. Personne n'est allé en prison. Mais c'était un ordre d'avoir le vaccin. Entre 1956 et 1960, on oblige 1 million de personnes à recevoir le vaccin Tchat de Koprovski. Ces expérimentations sont immédiatement réprouvées par l'Organisation mondiale de la santé. Il serait tout à fait injuste de faire porter au seul Paul Austerlitz la responsabilité de tous ces événements, c'est-à-dire la fabrication du vaccin à partir de cellules de chimpanzés. Lui n'était qu'un sous-fifre. Ce sont les généraux que nous devons rechercher. Son patron, Ghislain Courtois, le chef du laboratoire médical à Stanleyville, approuvait manifestement cet état de choses.
Il n'y a aucun doute là-dessus. Quelques mois seulement avant qu'il ne commence à préparer ce vaccin à la sauce chimpanzé, Oesterrieth avait appris les techniques de culture du tissu au Wistar Institute. Il avait été appelé là-bas à la demande expresse de Hilary Koprowski. Il ne fait aucun doute que le docteur Koprowski porte l'entière responsabilité dans cet enchaînement d'événements. S'il n'avait pas été d'accord, s'il n'avait pas dirigé les opérations, ce concours de circonstances n'aurait pas eu lieu. Je ne suis pas au courant et je ne pense pas que les Belges sachent quelque chose. Vous devriez prendre ces preuves avec des pincettes. Est-il possible que cela ait été fait à votre insu, que l'on ait utilisé des reins de singe sans que vous le sachiez? Non. Il était impossible de faire une chose pareille. Les années 50 étaient des années pionnières, les années de tous les dangers, et le Congo une immense terre d'expérimentation. J'ai découvert que dans la pratique, tous ceux qui fabriquaient du vaccin antipolio oral avaient recours à une méthode particulière. Ce ne sont pas des litres de vaccin qu'ils envoyaient outre-mer. La logistique n'aurait pas suivi. Ils en envoyaient une petite quantité, d'ordinaire un flacon, mettons 100 cm3. Et chacun de ces fabricants de vaccins antipolio avait un autre laboratoire, proche du lieu de vaccination, où ils cultivaient le vaccin à partir du substrat disponible sur place. Ainsi, en 1957, Albert Sabin envoyait son vaccin dans des pays comme la Hongrie et l'Union soviétique. Et la préparation était cultivée sur place, dans des laboratoires à Budapest, à Moscou, à Leningrad, etc. À Paris, Pierre Lépine, de l'Institut Pasteur, envoyait ses vaccins dans des villes comme Brazzaville, au Congo-Brazzaville, qui était alors en Afrique équatoriale française. Et là encore, il semble qu'ils aient cultivé le virus du vaccin sur des substrats locaux. Là, on se servait du singe indigène le plus courant. C'est-à-dire qu'à la base, on exerçait bien un contrôle tout à fait sérieux lors de l'élaboration du vaccin lui-même et de sa forme atténuée. Ensuite, il était cultivé à l'aide des tissus disponibles sur place. Je suis certain que ces gens faisaient leur possible pour s'assurer que les primates utilisés étaient en bonne santé, qu'ils ne semblaient pas malades. C'est à la fin du processus que la préparation administrée aux humains n'était plus vérifiée. On partait du principe que les cellules des primates disponibles sur place étaient saines. Il est évident que ni Koprowski, ni les chercheurs de Stanleyville ne pouvaient imaginer être à l'origine d'une telle catastrophe sanitaire. Pourtant, depuis le début, tout ce qui touche à l'Indie est empreint de secret. Et si le secret n'était qu'une histoire d'argent? La réponse est peut-être dans le secret commercial. Nous nous sommes rendus à Washington, au bureau des brevets, et nous y avons découvert que Koprowski en avait plus d'une centaine à son nom. La plupart d'entre eux concernant la fabrication de nouveaux substrats. Pour obtenir un brevet, il ne faut rien avoir publié avant d'avoir obtenu l'agrément. En résumé, le garder secret. Nous n'avons pas trouvé de brevet pour le vaccin antipolio, mais nous avons compris que Hilary Koprowski est un homme du secret. Si vous êtes du métier et que vous mettez au point un processus, vous pouvez en déposer le brevet. Ainsi, les autres ne peuvent s'en servir à leur guise et le vendre sans vous verser de droits au titre de la propriété industrielle. D'un autre côté, vous pouvez avoir un secret de fabrication. Mettons que je fabrique ici quelque chose et que je le fasse d'une façon bien particulière. Je n'ai pas besoin de le dire à qui que ce soit. Et personne n'en saura rien, à moins d'être assez malin pour trouver le truc. Je peux donc faire éternellement usage de mon secret de fabrication tant que je n'en parle à personne. C'est ainsi que fonctionnent de nombreuses compagnies pharmaceutiques. Elles se taisent. De notre voyage au Congo, nous avons acquis la certitude que les chimpanzés de l'Indie et les infrastructures de Stanleyville permettaient de fabriquer localement le vaccin de chatte et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Mais est-ce là la résolution du mystère des origines du sida? L'impossibilité de tester ou d'avoir accès aux échantillons du Congo, s'il en existe encore,
laisseront toujours une part d'ombre dans cette réponse. Mais la gravité de ce qui est en jeu devrait engager les scientifiques à prendre beaucoup plus au sérieux les investigations de Ed Hooper pour le respect de la vérité et le bien de l'humanité. L'histoire des vaccins polio ne s'arrête d'ailleurs pas là. Depuis 1960, les macaques ont été remplacés par les singes verts d'Afrique, dont on a depuis découvert qu'ils sont eux-mêmes porteurs de virus pouvant infecter l'homme. Mais pour des raisons de profit, on continue d'utiliser le singe vert dans le monde entier pour la fabrication du vaccin polio. Donc, rien n'a changé. Comme Bill Hamilton l'avait prédit, sans une véritable remise en question de la relation entre les grands groupes pharmaceutiques et la science, d'autres catastrophes, plus grandes encore, sont peut-être déjà là.